Ok, pas de souci comme ça. Tu veux te présenter un peu plus longuement? Donc oui, donc je suis Gaïta Levelocomo, je suis vice-présidente de la Ligue d'Aquitaine, donc pour le deuxième mandat consécutif. Et ce mandat, pour moi, sera consacré au développement et au soutien du RAID, clairement, puisque j'ai pris la présidence de la commission RAID qui en est assez balbutiement, on va dire ça comme ça, puisqu'en fait jusqu'ici, nous n'avions qu'un salarié sur cette commission RAID. Et donc, aujourd'hui, il y a non seulement un salarié, mais aussi des élus, et nous l'espérons, tous les gens qui sont intéressés par cette question et qui veulent œuvrer en ce sens. Merci. Olivier Porteron. Bonsoir, Olivier Pourtéron, donc président du comité départemental de la Dordogne. L'idée, c'est de prendre un peu des informations sur le raid, puisque nous, on a un département qui est quand même plein nature, où il y a quand même pas mal de raids, et j'aimerais essayer de voir un petit peu, entendre, voir ce qui peut se monter sur les écoles de triathlon. Donc, il y a Saint-Astier qui est motivé, donc ça, c'est super, et je suis aussi membre du club de Saint-Astier. Voilà, donc voir pour les autres clubs s'il y a possibilité. Voilà. Merci. François Manson. Oui, bonsoir. Donc, licencié Team GC et Saint-Astier Triathlon et accessoirement prof de PS à mes heures perdues aussi également, comme quelques-uns d'entre vous ce soir. Voilà. Merci. Cédric. Tu veux activer le micro, Voilà. là. Eh bien, Cédric Chalot, président de la section RAID des Princes Noirs. Voilà, je suis animateur et entraîneur auprès des jeunes avec Julien. Voilà, pour moi. Merci. Alors, monsieur ou madame Delanne, parce que je n'ai pas le prénom et pas la vidéo. Je ne sais pas si vous m'entendez. Monsieur ou madame Delanne. Héloïse Delanne, D'accord. du Team GC et, voilà, et enseignante de PS également et pratiquante de RAID. D'accord. Bon, ben, j'espère qu'elle va. Enfin, apparemment, elle est connectée, mais. Voilà. Michel Desplagnes, pardon. Excusez-moi. De Plagne, oui. Desplagnes. Oui. Bonsoir à tous, excusez-moi. J'ai eu quelques problèmes de connexion. Vous faites un tour de table? Pardon? Oui, oui, on est en train de faire le tour Ah, de la présentation de tous les participants. d'accord. Je me présente, vous avez commencé? Oui, oui, allez-y, c'est à vous. Oui, donc Michel Deplaigne, club Tulle Triathlon. Je m'occupe, donc je suis administrateur de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Je suis vice-président et chargé président de la commission développement des comités départementaux. Voilà, donc je viens à l'invitation de Gaïta pour voir un peu ce qui se passe du côté des disciplines enchaînées. Hein, c'est bien ça, c'est le bon terme. C'est ça. Merci. Voilà. Donc, Héloïse, Louise, j'ai vu que tout à l'heure vous étiez connecté, j'ai entendu votre voix. Delanne, si vous voulez activer le micro. Bon, j'espère n'avoir oublié personne, sinon n'hésitez pas à intervenir parce que je le fais par rapport à ce qui s'affiche à l'écran. Donc, sinon, on va pouvoir commencer. Bien, mais bonsoir à toutes et tous. Merci de nous rejoindre. Mes excuses encore pour avoir programmé cette réunion-là un jour férié, en tout cas pour une partie d'entre vous. Parce qu'il y a pas mal d'entreprises quand même qui travaillent sur ce jour de solidarité. On s'en est rendu compte un peu tard et du coup, on n'a pas voulu rechanger la date. Donc, doublement merci d'être présent à nos côtés ce soir. On va essayer de tenir le timing. On l'a fait jusqu'à présent sur toutes les réunions. Donc, l'idée, c'est de finir à 20 heures, de découper la réunion en deux temps. Un temps où on présente un peu le plan d'action à la fois de la Fédé, puis que la Ligue aussi puisse ouvertement dire un peu ses attentes et ses projets. Et puis un autre temps de la moitié de la réunion où c'est un échange débat avec vous. D'abord répondre aux questions sur des choses sur lesquelles on serait passé trop vite ou qui n'auraient pas été comprises concernant ce qu'on va présenter essentiellement Claire, Isabelle et moi. Et puis, n'hésitez pas à faire savoir aussi vos attentes, puisque l'objectif, c'est de travailler sur au moins les 3 prochaines années du mandat. Donc, s'il y a des projets, même à moyen terme, qui vous
souhaiterez voir développé et porté ou activé par la Commission nationale des raids, on est là pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce Tour de France des ligues, pour venir à votre rencontre et échanger avec vous. Je vois qu'il y a Seb qui s'est connecté. Seb, je te laisse te présenter. Ouais, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais, bonsoir. Seb Cochet, je suis président de l'asso Team GC. Voilà, et référent Ligue Aquitaine depuis le début. Voilà. Merci. Alors, on a un petit support PowerPoint que je vais vous partager. Ça sera plus facile pour tout le monde de suivre en même temps. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient à la rencontre des territoires hein, sur chacune des ligues. Alors, pas toutes les. Enfin, il y a à peu près une dizaine de ligues qu'on rencontre individuellement, comme vous ce soir. Et puis après, on va faire une réunion globale des ligues où la pratique raid est un peu moins active. Et donc, on a fusionné une réunion globale plus une autre réunion sur les territoires d'outre-mer. Mais en tout cas, il y en a une spécifique pour vous, Nouvelle-Aquitaine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais tout le monde n'était pas connecté, on l'enregistre et vous pourrez aussi le diffuser à des personnes qui auraient été empêchées ce soir. Ils pourront réentendre ce qu'on a dit tous ensemble. Quelques mots, mais les personnes qui sont au sein de la Fédé et de la Ligue, n'hésitez pas à compléter si vous le souhaitez. Je ne veux pas présenter tout le plan d'action fédéral, hein, ce n'est pas l'objectif ce soir, mais vous redire quand même que l'équipe de Cédric Goss a été élue pour les 4 années à venir, assez confortablement, hein, puisqu'ils ont une très large majorité, donc je pense qu'ils vont pouvoir mettre assez facilement en œuvre leur plan d'action tel qu'ils l'avaient présenté avant les élections. Et donc, ils se sont réorganisés en pôles, que vous voyez à l'écran, donc je ne vais pas tous les citer. Et pour ce qui nous concerne, on relève du pôle développement et services au club, qui est présidé par Daniel Boissière, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'il était notamment l'ancien président de la Ligue Occitanie avant de prendre cette fonction. Il est toujours bien sûr actif à la Ligue, mais il a pris ce pôle développement, et donc c'est un peu notre référent, notre tuteur, appelons-le comme on le veut. Et on a aussi 3 membres du BE, donc 2 qui sont officiellement nos interlocuteurs, c'est-à-dire on en réfère régulièrement sur toutes nos actions, et une 3e qui fait partie de la Commission nationale des raids, qui est Anne-Charlotte Dupont, qui est suppléée par Séverine Dizier. Mais je vais présenter tout de suite après la commission raid. Donc, dès le début du mandat, il y a 4 ans, 5 ans presque maintenant, on avait une mission qui est devenue une commission nationale des raids, qui est assez, certains peuvent la juger pléthorique, mais en fait, je pense que tout le monde connaît un petit peu l'historique. On était une fédération, une petite fédération autonome, entre guillemets, pendant une douzaine d'années, la FRMN, et donc c'était au départ un petit peu le conseil d'administration de cette fédé qui se retrouvait dans la gouvernance de la commission nationale des raids. Bon, depuis, elle s'est un petit peu étoffée, hein, c'est heureusement un peu féminisé aussi, parce qu'on était là, c'est une commission très masculine, mais cette année, on a eu le renfort de plusieurs filles et je les en remercie. Donc, pour présenter très rapidement, donc Michel Bacchiocci, qui est l'ordinateur du Corsica Raid, Pascal Bayot, qui est l'ordinateur de Raid in France, Chiara Casari, du Raid Absolu et donc Ligue Occitanie, Lucie Croissant du team éphémère donc sur Auvergne-Rhône-Alpes, Stéphane Dumortier, plutôt côté Auvergne, voilà, que d'entre vous connaissent, Anne-Charlotte, j'en ai parlé tout à l'heure, donc qui est la représentante du BE et du CA au sein de cette commission, Nicolas Gachon du team Lozère Sport Nature, Julien Ranou qui s'est présenté tout à l'heure, Axel Rickbourg sur les Hauts-de-France, sachant que Julien et Axel siègent aussi à la commission mixte nationale de raid avec l'UNSS, fonction importante, on va en parler tout à l'heure. Stéphane Rodriguez sur votre ligue, qui était l'ancien référent course d'orientation, enfin raid à la Fédération française de course d'orientation, et qui nous a rejoint cette année, après avoir présidé pendant plusieurs années la commission raid à la FFCO. Romuald Vial, donc sur la région PACA. Lionel Villeneuve, Occitanie, et puis donc qui siège également à la commission, même s'ils ont voix consultative, puisque ce sont des salariés ou chargés de mission, donc Claire qui s'est présentée, Laurent Mathias, le DTN adjoint, et Isabelle aussi qui s'est également présentée. Et puis en suppléant, pardon, on a donc Isabelle, pardon, on a Séverine Dizier, je ne sais pas pourquoi ça passe vite, Séverine Dizier, Axel Vallet et Philippe Fabien de Zigo, qui est suppléant de Pascal Bayot. Voilà.
Je passe assez vite hein, sur pas mal de points. L'idée, c'est qu'on déroule pendant environ demi-heure, 35-40 minutes grand maximum, tous les items. Et je vous invite à prendre des notes ou noter vos questions. Et puis après, on pourra aborder tous ensemble tous les points si vous le souhaitez. Je vais passer la parole à Gaïta pour présenter un peu la Ligue Nouvelle-Aquitaine et puis ce qu'elle souhaite, ce qu'elle envisage déjà, même si cette réunion va servir à clarifier les choses, mais déjà au moins exprimer les attentes côté Ligue, avec Julien et Seb qui sont deux de ses appuis importants. Oui, ça va être relativement court quand même, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, pour nous, c'est un peu un démarrage au niveau des élus. Alors, Julien et Sébastien, que je ne connaissais pas jusqu'ici même, pour dire comme on est au démarrage, ont œuvré, de leur côté avec force et énergie. L'idée étant qu'aujourd'hui, il n'y avait aucune raison que cette commission RAID ne devienne pas une réalité au sein de notre ligue au niveau des administrateurs et surtout pour faire le lien. C'est aussi une des raisons de la présence de Michel qui a peut-être disparu parce qu'il y a des problèmes de connexion. Mais l'idée étant effectivement de changer notre fusil d'épaule au niveau des triathlètes, je vais le dire comme ça, et de bien comprendre que le RAID, c'est pas un morceau du triathlon, mais qu'on est une fédération discipline enchaînée et on doit plus raisonner avec le triathlon d'un côté et le raid de l'autre. Et alors la petite particularité de mon côté, c'est que moi je fais du triathlon et mon mari du raid. Donc en fait, c'est pour cette raison aussi que je suis là, en sachant que j'ai un conjoint qui est licencié sur la des triathlons depuis cette année. Donc si j'arrive à le faire revenir, c'est qu'on aura gagné, on va dire ça comme ça. Donc, ceci étant, effectivement, moi, c'est une des raisons qui m'ont fait continuer, en fait, mon mandat où, effectivement, l'idée, de travailler sur, ceux qui sont moins visibles, est important et les 2 grosses orientations que nous avons, sur la ligue aujourd'hui, sont effectivement le développement des écoles. On reste persuadé que l'idée de séparation, elle commence dès les écoles. Donc peut-être qu'un jour, on parlera plus d'école de triathlon et d'école de raid, mais d'école de discipline enchaînée. Voilà, ça c'est dit. Et l'autre partie est le développement en termes d'épreuves. Parce que les épreuves qui existent, soit sur notre région comme ailleurs, c'est des épreuves qui sont solides, qui tiennent la route, qui ne sont pas forcément sous l'égide de la Fédé, mais le constat est quand même que le développement reste compliqué. Donc l'idée, c'est de fédérer à travers les épreuves qui existent vraiment, en prenant nos petits bâtons pèlerins et en essayant d'aller convaincre toutes ces organisations de nous rejoindre. Voilà. Merci Gaïta. Je dois dire que je suis très heureux d'entendre tes propos parce que c'est l'objectif principal du Tour de France qu'on fait de toutes les ligues, c'est d'arriver vers ce type de gouvernance et de choix politiques. Je pense qu'on a montré lors du premier mandat qu'on avait vraiment la volonté de s'intégrer. On a réussi, je pense. Hein. Il n'y a eu aucun conflit. On est bien perçu. Je pense que les gens ont apprécié les efforts et dans les deux sens, hein, puisque tout le monde a amené dans le panier de la mariée son lot d'actions, de motivation, etc. Par contre, moi, je reconnais qu'on a sûrement fait une erreur, c'est d'avoir des commissions un peu trop autonomes et pas assez intégrées dans les structures existantes, qu'elles soient ligues ou comités départementaux. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite corriger sur le mandat prochain en étant beaucoup plus intégré sur les gouvernances à l'échelle des ligues, donc soit par une commission effectivement où il y a des élus impliqués et les cadres techniques des ligues, soit l'intégration de raiders dans des commissions existantes. Ça sera peut-être le stade d'après parce que on voit que c'est encore difficile. Mais déjà d'avoir une commission telle que tu l'as évoquée avec une emprise, c'est pas le mot, avec une participation forte des élus et une volonté de gouvernance commune, collégiale, c'est vraiment remarquable et je t'en remercie. Sur la suite du document, s'il veut bien descendre. Voilà. Alors, on va parler un petit peu du sport scolaire. On est relativement actif avec les deux fédérations
on va dire, qui concernent collège et lycée, à savoir l'UNSS pour le public et l'UXEL pour le privé. On l'est un petit peu moins avec la Fédération française du sport universitaire et puis les plus petits en USEP ou équivalent. On a plusieurs membres ce soir qui siègent même à la commission mixte nationale, donc n'hésitez pas à intervenir. Je dois dire que c'est notre principale fierté, donc je vais quand même en dire 2 mots. Alors, on n'y est pas pour grand-chose, hein, très modestement, si ce n'est d'accompagner, d'avoir une CMN qui fonctionnait déjà à l'époque de la FRMN, donc ça fait à peu près 12 ou 15 ans qu'on est ensemble à cette commission mixte nationale, mais il faut rendre à César, c'est à savoir le gros travail fait par l'UNSS depuis longtemps et beaucoup de profs de PS qui ont apprécié la discipline multisport de nature, ce n'est pas toujours du RAID, mais en tout cas multisport de nature. Ça s'appelle officiellement RAID multi-activité et aujourd'hui, c'est le 10e sport tout confondu. Vous voyez le classement avec les licenciés, le cross-country très très loin devant. Mais quand on voit qu'on est juste devant le rugby, par exemple, ou l'athlétisme estival, c'est une vraie réussite. Avec 50 000 licenciés quand même RAID en UNSS. Donc là-dessus, on essaye de capitaliser. Ce n'est pas toujours facile. Claire vous en dira 2 mots tout à l'heure pour voir comment on essaye de structurer et de rebondir un petit peu là-dessus. Et on sait qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais voilà, c'était important que vous ayez ces chiffres en tête parce que ça situe un peu le poids de l'activité RAID multisport. Autant en pratique fédérale, les RAID sont très très loin derrière le tri, hein, puisque grosso modo, on représente moins de 10% de la pratique. Mais par contre, en sport scolaire, c'est très très fort. Claire, je te laisse compléter puis enchaîner sur les profs de PS en lycée agricole, s'il te plaît. Oui, donc il y a eu pas mal d'actions faites pour les scolaires, notamment par la CMN. Et donc, il y a Julien et Cédric qui font partie ce soir de la CMN aussi avec moi. Et il y a eu des actions particulières qui ont été faites au niveau du Et Seb. Et Seb, pardon. Oui, mais il ne se montre pas, c'est pour ça que je l'ai oublié. Il ne veut pas mettre la caméra. Pardon. Donc, on est 4 sur 6 ce soir de la CMN. Donc, il y a une très forte interaction entre la fédération et le monde scolaire. Et au niveau du lycée agricole, et là, ça sera François qui en parlerait peut-être presque mieux que moi, mais il y a eu une réelle volonté de former les profs de PS au multisport et notamment multisport de nature et du coup au RAID, avec des formations continues qui ont été mises en place, ça fait 4 ans. L'année dernière, il y a eu le Covid, il n'y en a pas. Et la semaine prochaine, il y en a une autre. Ça permet vraiment de former les profs au multisport de nature. Et ça aboutit souvent à la création de sections scolaires, en tout cas de pratiques au niveau scolaire, étant donné en plus qu'ils ont souvent des établissements avec un environnement très nature, parce qu'ils sont souvent beaucoup d'hectares, des parcours de CO permanents à côté de leur établissement. Donc, c'est plutôt un environnement très, très bénéfique. Et quand ils montent des sections scolaires, le ministère de l'Agriculture leur impose d'avoir une biqualification. Donc, avant, c'était des troncs communs ou des morceaux de brevet d'État. Du coup, on met en œuvre une biqualification sur le premier niveau de formation fédérale, qui est l'initiateur RAID, avec ces établissements qui ont des sections. Donc, l'idée, c'est qu'ils tout au long de leur scolarité, qu'ils voient un bon bout en temps scolaire avec leurs profs et des intervenants extérieurs, un bon bout du contenu de l'initiateur RAID, et qui viennent chercher ce qui leur manque au niveau fédéral. Donc, ça fait vraiment une passerelle entre la fédération et le monde de l'EPS au niveau agricole. Voilà. Je ne sais pas si François, tu as quelque chose à... Non, le ressenti des profs peut-être, ou t'as bien des résumé, retours. Tu as bien résumé la chose. Il y a une réelle implication. Je dirais que cerise sur le gâteau, le RAID peut maintenant nous être certifié au niveau des épreuves du bac. D'accord. Voilà, donc c'est un petit peu l'aboutissement aussi, parce que nous, on a énormément d'établissements qui le pratiquent, qui l'enseignent maintenant, qui le certifient. Et puis, je crois que la biqualification, comme tu l'as précisé tout à l'heure, c'est un plus énorme. Ça fait partie, la Fédération française de tri, des quelques fédérations avec lesquelles on a pu monter depuis plusieurs années des plans de formation, à la fois pour les enseignants, mais aussi surtout d'abord pour les élèves. Peut-être donner un exemple, je ne sais pas si le mot biqualification parle pour tout le monde, peut-être donner un exemple, Claire, ou ce que ça veut dire en termes de diplôme. Oui, donc c'est vraiment d'amener à un diplôme. Alors, au début, c'était professionnel, mais maintenant, ils reconnaissent aussi les diplômes fédéraux, et même, ils reconnaissent les diplômes fédéraux qui ne sont pas de l'encadrement. Ils commencent à aller sur de l'arbitrage, ou ils commencent à aller sur d'autres
d'autres diplômes. L'idée, c'est que la section sportive, en plus d'amener à la pratique et le niveau sportif, amène autre chose dans la vie du jeune. Donc, quelque chose sur. Alors, c'est né, je ne sais pas si c'est né du ski, mais voilà, dans le ski, passer un bout du brevet d'État, comme ça, ils ne sortaient pas avec un métier, mais en tout cas, ils étaient déjà bien avancés sur une filière professionnelle au niveau du sport. C'est valable pour toutes nos sections, hein, c'est une obligation. Hein. Donc, Mm, ça veut dire que même pour des sections en lien avec le sport collectif, il y a une partie du brevet d'État. Les sections sauvetage ou sauvetage côtier, il y a obligatoirement le passage du BNSSA, puis du secourisme, etc., etc. Et il y a énormément maintenant, nous, on sait d'élèves ou d'étudiants qui arrivent à trouver un emploi. Donc soit un emploi saisonnier, soit même des fois des emplois beaucoup plus durables auprès de fédérations ou de collectivités territoriales. Merci. Donc, deuxième action, c'est un peu pourquoi on est là pour discuter ce soir ensemble, c'est voir ce qu'il est possible en termes d'accompagnement au niveau de chacune des ligues régionales, sachant qu'on ne part pas de zéro, hein, il y a eu déjà un premier mandat, donc il y a pas mal de choses qui se sont faites. La première ligne, elle donne des exemples de choses qui sont déjà construites par le passé, qu'on souhaite soit poursuivre, soit dynamiser en partenariat avec les ligues. On a pris ici l'exemple de politique d'investissement, par exemple, notamment sur ce qu'on appelle la GEC, hein, le système généralement utilisé qui est Sporident en raid multisport. Donc, ça veut dire l'achat de doigts, l'achat de stations, l'achat de postes, etc. Donc, ça, plusieurs ligues ont investi là-dessus et une personne dédiée en a la gestion et la répartition sur l'ensemble des clubs et des organisateurs à l'échelle de la ligue. Donc, ça, c'est un soutien vraiment apprécié parce que c'est des gros investissements, enfin, un gros investissement, c'est relatif, mais en tout cas, à notre échelle, à nous, sur les clubs et organisateurs, c'est quand même lourd à porter. Donc, de mutualiser, c'était une bonne chose. Il y a plusieurs clubs aussi, organisateurs, qui ont pu faire des demandes sur l'investissement lié à la cartographie. C'est vrai que c'est le fonds de commerce, on va dire, de la FFCO, mais on n'a aucun souci là-dessus. Il y a des très bonnes choses faites par la FFCO. Ils sont délégataires sur l'activité, donc c'est tout à fait normal qu'ils le fassent. Mais pour X raisons, il y a des clubs de raid ou des organisateurs de raid qui souhaitent avoir leur propre cartographie et qui font appel à des professionnels pour cartographier, qui ont eux-mêmes formé certains cadres pour le faire. Donc là-dessus, ça demande aussi quelques investissements, parce que les cartes sont chères. J'ai pris aussi l'exemple de l'acquisition des kayaks. Donc nous, on l'a porté pendant un an sur la dernière année de mandat. On a préconisé des kayaks biplace et twin donc de Decathlon. Essentiellement parce qu'on les a trouvés relativement performants avec les deux principaux avantages qui allaient avec, malgré que ce ne soient pas des vrais kayaks de compétition, c'est qu'il n'y avait pas besoin de gros lieux de stockage, ça tient dans une valise, et surtout pas besoin d'acheter de remorques kayak comme font les clubs de kayak. Et donc, entre le transport des VTT, des kayaks, etc., pour les clubs, c'est quand même bien pratique d'avoir ce type de bateau. Donc ça aussi, ça peut être une initiative en partenariat avec les ligues d'accompagner ce type d'investissement. Alors ça, c'est une proposition qu'on a faite, mais d'une manière générale, d'autres clubs pourraient être intéressés pour d'autres bateaux rigides, d'autres types de bateaux, K1, K2 ou autres, C1, C2. Voilà, donc juste pour dire qu'on peut discuter ensemble de ce type d'accompagnement. Soutien et accompagnement des projets de clubs, c'est Claire qui va un peu plus en parler, sachant qu'on reviendra dessus sur l'appel à projet des clubs, mais déjà, dire quelques mots là-dessus. Oui, donc on reviendra après sur le détail, mais en tout cas, il y a des projets qui ont été, alors déjà sur l'Olympiade précédente, qui ont été soutenus et accompagnés financièrement par la fédération, et il y en aura encore cette année, donc pour inciter les clubs vraiment à structurer, à se développer. Il y aura deux thématiques, des projets tenus par les écoles de raid et des projets tenus par les autres clubs sur l'activité raid. L'intégration, j'en ai parlé tout à l'heure avec Gaëta, donc je ne reviens pas, mais on aura l'occasion, je pense, aussi d'en reparler dans les échanges de débat. Claire, sur les stages régionaux jeunes.
Oui, donc les projets qui ont été soutenus l'année dernière et les années précédentes, il y a eu un soutien sur tout ce qui est rencontres régionales ou interrégionales au niveau des jeunes. On a vu des très belles choses se faire, notamment en Occitanie, Rhône-Alpes, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine. Et ça a donné vraiment un dynamisme au niveau départemental, régional, voire interrégional. Donc on souhaiterait, même si cette année elles ne sont pas forcément reconduites, on souhaiterait que ça soit maintenu, en tout cas que l'élan perdure au niveau des ligues, voire de l'interligue. De manière identique, il y a eu un soutien sur ce qu'on appelait fête du raid. Donc, c'était vraiment l'idée première, c'était vraiment de faire découvrir l'activité raid, notamment aux licenciés triathlon qui ne connaissaient pas l'activité. Donc, c'était de créer une manifestation, on va dire, type un rando raid, hein, donc sans chrono et gratuite, pour vraiment promouvoir l'activité du raid et faire connaître le raid au plus grand nombre. Donc, ça sera plus soutenu de façon financière. Par contre, on vous incite encore à faire des rapprochements et à montrer notre discipline au public de tous les licenciés qui connaissent encore pas toujours la pratique du RAID. Et puis, ce qu'on a remarqué, et ça fait d'ailleurs l'office d'un critère obligatoire pour être école de RAID, c'est qu'il y a, comme l'avait dit Hervé, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la pratique. Il y a des écoles de RAID qui se montent. Pour autant, il y a très très peu d'épreuves de jeunes de RAID qui existent. Alors, quand je dis épreuve de jeunes, c'est qu'ils soient accessibles forcément en termes de temps de pratique par les jeunes, mais aussi ouvertes aux jeunes. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de petites épreuves XSS qui ne sont pas forcément ouvertes aux jeunes. Et j'irai même plus loin, c'est avoir un départ spécifique pour les jeunes, hormis les raids de famille. Mais en tout cas, voilà, ça peut être le même parcours, mais ne pas mélanger des adultes et les jeunes, mais vraiment avoir un départ, que les jeunes se retrouvent entre eux sur des épreuves. Donc là, c'est fondamental pour le dynamisme et puis pour l'entrain des jeunes qui arrivent dans nos clubs, parce que finalement, sur le territoire, ils ont quand même peu d'épreuves réservées selon leur âge. Donc c'est vraiment quelque chose, un appel du pied, et ça continuera à être un critère incontournable d'organiser une épreuve de jeunes si on veut être labellisé école de RAID. On insiste aussi sur un point là-dessus, ça s'adresse surtout à vous tous sur les clubs, comités et ligues, et aussi aux référents. On dira deux mots tout à l'heure des référents, à savoir que on a pris une mauvaise habitude depuis 2 ou 3 décennies en RAID, c'est que beaucoup d'orientateurs de RAID, par facilité un petit peu, hein, mais ça peut se comprendre, organiser les RAID en les ouvrant à partir des majeurs, c'est-à-dire plus de 18 ans. Or, en fait, aujourd'hui, quand on lit nos règles techniques de sécurité, ce qu'évoquait Claire tout à l'heure sur les formats d'épreuves à moins de 5 heures ou moins de 7 heures, beaucoup de minimes, cadets, juniors pourraient participer à ces épreuves, et simplement, les gens sont restés dans l'habitude de les ouvrir à des plus de 18. Donc, je vous invite à être vigilant et bien contacter un à un les organisateurs pour leur dire, voilà, votre épreuve, elle fait moins de 5 heures, vous pourriez très bien avoir des jeunes, comme l'a dit Claire, avec un départ spécifique éventuellement pour eux. Donc, juridiquement, ça n'engage pas grand-chose de plus, surtout pour ceux qui ont les licences déjà compétition jeune FF3. C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué, mais guère plus, puisque après il y a juste l'autorisation parentale pour les autres et un peu la spécificité s'il y a du kayak ou autre pour ceux qui ne sont pas licenciés. Mais voilà, je vous invite vraiment à être vigilant là-dessus, parce qu'on a effectivement un déficit important d'épreuves jeunes par rapport à tous ceux qui pratiquent cette activité aujourd'hui. École de RAID, Claire? Oui, donc depuis 4 ans, on a créé le label école de RAID, donc qui est très proche. Les critères ont essayé d'être adaptés, mais qui sont calqués sur les écoles françaises de triathlon. Donc l'idée, c'est de favoriser la création des écoles de RAID. À ce jour, on en a 4 qui sont labellisées. Aucune pour l'instant en Nouvelle-Aquitaine, mais comme vous avez entendu Julien et Cédric notamment, et d'autres, que voilà, c'était des objectifs de mettre en place des sections des écoles de RAID. L'idée, ça serait d'en avoir une dizaine sur la mandature, mais à mon avis, on y sera largement, peut-être même dès cette année. Donc pour rappel, on s'est calqué aussi sur ce qui se passe au niveau des EFT, des écoles françaises de triathlon, c'est qu'on soutient les clubs labellisés par une aide à la formation. Et puis, on a décidé vraiment de les accompagner cette année en créant 2 appels à projets.
Un appel à projet. Alors, les écoles de RAID, il y a les clubs qui sont déjà labellisés. En fait, ça marche sur année scolaire. Donc, ceux qui sont de 2020-2021 sont un peu différenciés de ceux qui vont être labellisés en fin d'année. Donc, un appel à projet d'aide au matériel où tous les clubs labellisés en 2021, donc ça soit 2020-2021, 2021-2022, pourront y prétendre. C'est une aide de 1 000 € pour l'achat de matériel pour l'école de RAID. Et les clubs qui sont déjà labellisés, donc pas les nouveaux pour la rentrée, mais ceux qui le sont déjà, il y a aussi un appel à projet pour une aide financière, alors plutôt sur l'accompagnement, prestations d'encadrement ou vacations, ou voilà, des stages spécifiques potentiellement, à hauteur de 1 000 € aussi. Donc c'est vraiment un signe fort de la fédération qui souhaite vraiment que les clubs se structurent et on les aide à se structurer et à accueillir des jeunes. Et puis, dès l'année prochaine, il y aura un second niveau de labellisation pour les écoles de RAID. Donc, on calquera un peu comme le niveau des étoiles au niveau des écoles françaises de triathlon. Donc là, c'était l'appel à projet spécifique club ayant une école de RAID. Pour les autres clubs, alors on ne peut pas prétendre aux deux, même si on a un club qui accueille à la fois une école, à la fois des adultes. Il faudra choisir sur lequel manger, entre guillemets. On a aussi un appel à projet donc pour les autres clubs sur 5 structures qui seront retenues sur un projet de développement structuration à hauteur de 1 000 € voilà, pour avoir une aide de développement du RAID. Donc, il y a des critères qui sont assez larges, mais c'est vraiment pour développement pour le plus grand nombre. Donc, on a aussi décidé d'aider les autres clubs à se structurer. Alors, quelques mots sur les 2 conventions qu'on a avec des fédérations partenaires. Donc, la FFCO, on avait déjà une convention qui était signée sur le mandat précédent. Simplement, elle a été signée pour une période de 4 ans liée au mandat olympique. Et on devait la retravailler, enfin, on a commencé à la retravailler avec le nouveau président de la fédération, donc Jean-Philippe Stefanini. Alors, ces conventions-là, vous les aurez quand elles seront signées. En tout cas, pour la FFCK, elle est déjà signée, donc rapidement. La FFCO, je ne vais pas dire qu'on est reparti de zéro, mais on trouvait qu'elle était vraiment déséquilibrée. Claire a beaucoup insisté là-dessus, mais je le partage à 100%. En fait, pour vous rendre compte sur ce qui engage la Fédétrie sur le volet en lien avec la FFCO, il y a quasiment une page d'engagement et inversement sur la FFCO, il y a 2 lignes. Donc, ce n'est pas tellement un contrat classique équilibré entre les parties. Donc, on a voulu rajouter certaines clauses. Et là, pour le moment, elles ne sont pas acceptées par nos homologues de la FFCO. Notamment une qu'on trouve un peu bizarre, mais ce n'est pas la seule fédé à agir là-dessus. Vous savez, c'est la réciprocité de la licence sur les épreuves, c'est-à-dire que la fédé de tri aujourd'hui pourrait accepter des licences extérieures et la FFCO ne le veut pas en disant que juridiquement, ils prennent un trop grand risque. Nous, on n'a pas du tout cette vision-là parce qu'en fait, du moment que c'est nous qui engageons nos licenciés sur le fait qu'on ait validé leur certificat médical en multisport de nature, et pas que, sur toutes les disciplines enchaînées, c'est vraiment une licence plurielle. On trouverait normal qu'elle soit acceptée sur les raids portés par des clubs FFCO, des orienteurs FFCO, et aujourd'hui, c'est vraiment un point d'achoppement. Donc, si ça n'évolue pas, je ne sais pas si on ira vers une nouvelle signature de la convention, qui peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on a plutôt des meilleures relations avec l'actuel président qu'on en avait avec l'ancien, plutôt bien avec l'équipe actuelle. Mais bon, après, c'est aussi à nous de défendre nos intérêts et d'arriver à quelque chose de plus équilibré. Par contre, sur la FFCK, je dirais que c'est presque l'inverse. Ils sont allés très loin dans les propositions et je les en remercie vraiment sincèrement. Donc là, ça serait beaucoup trop long, ou alors on reviendra dessus lors de vos questions, de tout détailler. Encore une fois, vous aurez l'exemplaire de la convention, mais ça va des organismes, enfin les clubs qui peuvent accueillir des licenciés FF3 sur leur structure et vous faire passer les pagaies vertes, bleues ou plus. Ça vaut aussi pour les normes de matériel, puisque quand on prend une adhésion chez eux, on bénéficie des accords qu'ils ont, notamment du ministère sur le matériel. Et puis là, récemment, ils viennent d'aller plus loin, puisqu'on devrait passer un avenant à cette convention, à savoir qu'ils proposent donc à la FF3 pour 15 € en tarif individuel, j'entends 15 € une licence loisir, et pour 20 € la licence compétition de la FFCK pour tous les licenciés FF3.
Donc ça, c'est assez intéressant pour nous tous parce que pour une somme relativement modique, du coup, on aura les droits ouverts sur toutes les structures FFCK et disciplines associées. Donc voilà, je passe assez vite, mais n'hésitez pas à revenir dessus si ça vous intéresse. On souhaite aussi inciter des accords interclubs sur tri et RAID, particulièrement chez les jeunes. Alors, on prend souvent l'exemple de ce qui s'est fait en Occitanie, mais il y a eu d'autres endroits où ça s'est produit, en Normandie, en Auvergne-Rhône-Alpes ou autre. L'idée, c'est de mutualiser notamment les entraînements, alors chez les jeunes, mais ça peut aussi se faire chez les adultes, à savoir que nous, on va plus prendre en charge des séances un peu spécifiques de course d'orientation, de VTT, voire de kayak. Et puis, inversement, quand les jeunes de nos clubs un peu spécialisés vont être pris en charge par les clubs de tri sur soit sur des séances de piscine, soit sur la PPG, soit voilà, un entraînement plus physique, enfin plus spécifique à ce que vous connaissez en triathlon. Et ça marche très bien, ça mutualise, ça gagne de l'énergie pour tout le monde et ça fait connaître les gens entre eux. Donc ça, bien évidemment, on souhaite le développer. Je ne sais pas, Claire, si tu veux rajouter un point là-dessus. Oui, pour revenir à ce qui se passe un peu sur Saint-Astier, puisque ce que disait Gaëta, c'est vraiment voilà, de créer des passerelles et puis voire même s'entraider pour ce que fait Absolu. Ils ont 2 fois. Ils se partagent les créneaux d'entraînement, donc du coup, c'est vraiment «économe» entre guillemets, pour l'encadrement parce que du coup, c'est moins lourd pour les encadrants et bien bénéfique pour les jeunes qui apprennent à la fois à courir sur une piste, à courir avec de la CO, à nager, à pagayer et du coup, c'est beaucoup plus riche au niveau, moteur et expérience. Donc du coup, c'est vraiment, quelque chose, qui est bénéfique pour tout le monde. Donc c'est des choses qu'on encourage vraiment. Alors, quelques infos sur des décisions relativement récentes au niveau de la Commission nationale qui ont été validées par la vie sportive et le bureau exécutif. On va supprimer à partir donc, de septembre 2021, octobre, pardon, puisque la finale est sur le Raid Nature 46. Donc, après le Raid Nature 46, il n'y aura plus de manches qualificatives comme ça existait depuis pas mal d'années. La raison, elle est assez simple, c'est qu'on s'est soufflé un peu. Enfin, les organisateurs, c'était un peu toujours les mêmes qui étaient manches qualificatives. On avait du mal à se renouveler et on n'arrivait plus à avoir une offre suffisamment qualitative et surtout plurielle sur toute la France pour proposer des manches qualificatives de qualité. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'organisateur, ça reste classique, l'organisateur des championnats de France propose un nombre d'équipes avec bien sûr un quota équipe mixte, équipe femmes et équipe hommes. Et sur ce quota-là, si tous les licenciés FF3 qui veulent s'inscrire, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il avait ouvert, je dis n'importe quoi, la place pour 80 équipes et qu'il y a 120 personnes qui souhaitent se qualifier, on prendra en compte les points marqués sur tous les raids affiliés à la FF3. Donc, il y a un classement national qui va s'établir sur tous ces raids. Et si ça doit servir à départager, c'est ce classement-là qui servira à départager les équipes qui n'auraient pas de place, hélas, pour le championnat de France. Et par contre, pas en compensation, mais on se disait aussi que ça pouvait avoir intérêt. Il y avait une attente de pas mal de structures déconcentrées au niveau des clubs de tri-discipline enchaînée. On crée une Coupe de France des clubs. On pourrait aussi l'appeler trophée national. Enfin, voilà, c'est le terme qui a été retenu. On n'est pas tous très d'accord sur le nom, mais en tout cas, retenez Coupe de France ou trophée des clubs. L'idée, c'est que les points marqués, là, pour le coup, et ça compte aussi bien chez les jeunes que chez les adultes, tous ces points marqués sur des raids affiliés vont permettre d'établir un classement national des clubs et on récompensera les meilleurs clubs, le podium en fin d'année. Formation, je passe la parole à Claire, qui est la spécialiste. Oui, donc depuis la prise de la délégation, on a mis en place 2 niveaux de formation, donc un niveau d'initiateur RAID et un niveau de moniteur, qui ont eu quelques aléas d'organisation du fait du Covid. Ce qui va être nouveau à partir de septembre, c'est qu'il y a une refonte globale complète de la filière formation au niveau de la fédération. Du coup, il y aura un tronc commun pour tout le monde, avec une partie enseignée en distanciel et une partie en présentiel. Et après, il y aura des modules de spécification de spécialité, jeunes, triathlon, santé, RAID,
Donc ça permettra d'avoir on va dire un socle commun et puis voir un peu de CO dans ce socle commun, mais aussi voir un peu de natation, donc que toutes les disciplines enchaînées connaissent un petit peu, se connaissent un peu les unes les autres. Et après, ça permettra aussi de plus facilement aller d'un diplôme typé triathlon au RAID en passant que le module de 2 jours de spécialité RAID, voire aller sur la santé, pareil, sur 2 jours complémentaires. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de refondre cette formation. Ça sera effectif en septembre sur le niveau initiateur. Ce qui est aussi bénéfique, c'est que ça sera géré au niveau des ligues par les conseillers techniques de ligue. Du coup, il y aura beaucoup plus de proximité, j'ai envie de dire, pour les stagiaires, parce que sur les 4 ans qui se sont écoulés, on voit qu'il y en avait chaque fois 2 ou 3 motivés par région, et des fois, ils se déplaçaient vraiment loin pour venir suivre la formation d'initiateur. Donc là, ça sera beaucoup plus... déjà, il y en aura un par an minimum, et du coup, ça sera beaucoup plus proche géographiquement. Donc ça, c'est tout ce qui est formation fédérale, diplômante. Et puis, donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, les clubs labellisés écoles de RAID, il y a une prise en charge à hauteur de 200 € sur la formation. Il y a aussi en parallèle, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a l'outil Wikitree, qui est la base de données qui est issue de la mallette pédagogique des écoles françaises de triathlon, qui a été traduit en numérique. Il y a aussi beaucoup de fiches chantées, et cette année, on va alimenter en fiches liées au RAID. Donc, ça sera des exemples de séances, et donc vous pourrez piocher dans ces fiches-là pour avoir voilà, un petit peu des exemples et des vidéos, des photos sur des séances de CO, de kayak ou autre. Donc ça, c'est vraiment ce qui est nouveau cette année. Et puis, ce qui a été mis en place, ce que le Covid a un peu forcé, c'est pas mal de visio. Et puis, vu qu'on a vraiment annulé les formations diplômantes, on a mis en place des formations non diplômantes pour avoir des compétences complémentaires. Et il y en a une qui a très bien marché, c'est la formation d'utilisation d'outils de traçage. On en a fait 4 sessions sur l'année dernière, et puis il y en a encore une qui est en cours, et on est chaque fois plein, donc ça marche vraiment. Donc l'idée, c'est vraiment de garder finalement le positif du Covid, c'est-à-dire d'avoir des formations à distance sur des thématiques des formations qui ne sont pas forcément diplômantes, mais qui permettent de faire monter en compétences soit les encadrants, soit on peut imaginer des choses sur l'organisation d'un RAID ou sur la nutrition ou sur d'autres choses. Donc la filière formation non diplômante est aussi attendue. En tout cas, les licenciés sont contents d'avoir des formations thématiques. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer dans ce sens-là. Et puis la BICALIF, j'en ai parlé tout à l'heure. Quelques mots. Je te laisse parler de la formation des référents délégués, puis je compléterai sur l'évolution. Oui, alors il y a eu, on l'avait fait aussi en présentiel au tout début de l'instauration des référents. Donc les référents, c'est ceux qui instruisent les dossiers et qui donnent un avis, qui rendent à la Ligue, et puis c'est en général la Ligue le suit, c'est donc l'avis sur les manifestations. Donc on a formé les premiers référents en présentiel, et puis on a continué la formation de ces référents en distanciel. Donc selon les besoins, on met en place des formations de référents. Et puis juste 2 mots, on a aussi des délégués techniques, et Hervé en parlera, qu'on forme aussi, et je remercie aussi ceux qui œuvrent sur ce pan-là, qui sont présents sur les championnats de France. Et Luc, d'ailleurs, qui est de votre région, Luc Arsenault. Et voilà, et Luc qui est référent, qui est délégué des techniques, qui fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, quelques mots là-dessus, parce que grosso modo, ça s'est bien passé partout en France, sauf dans une région, PACA pour ne pas la citer, ou qui contestait un peu le principe qu'on était exonéré sur le principe des arbitres. En fait, on s'est toujours opposé à la notion d'arbitre en raid multisport, pour plein de raisons que les raiders trouvent évidentes, mais c'est vrai que ce n'était pas toujours compris de certains dirigeants. En fait, vu qu'on est beaucoup en course d'orientation, alors que ce soit orientation à pied, avec été ou autre, ce n'est pas du tout évident de pouvoir avoir des arbitres comme on l'a sur un parcours normé de triathlon, et aussi parce que tous les formats sont différents d'un navigateur à l'autre, et
Et donc, ça serait quasiment impossible d'avoir des arbitres au sens classique tel que c'est entendu. Pour autant, nous, comme je vous l'ai dit, on a toujours fait des efforts d'intégration. On ne veut absolument pas passer pour des vilains petits canards qui feraient à part dans leur monde. Donc, on a cherché des solutions pour que les gens qui doivent se former sur certains aspects le soient. Et donc, ça, ce n'est pas officiel, mais je peux quasiment vous dire que c'est ce qui va être validé par le bureau exécutif de la fédération, parce que ça fait vraiment consensus, c'est qu'on aurait un nouveau vocable d'officiel, au sens large du terme, avec plusieurs corps à l'intérieur. Donc, le corps des arbitres, tel que vous connaissez déjà, le corps des délégués techniques, qui existe aussi dans toutes les disciplines du tri, et puis le corps qui nous est un peu plus spécifique, même si j'imagine que ça existe dans d'autres disciplines du tri, mais donc l'air à parler, que sont les référents donc, en amont du dossier de la préfecture, où nous, on donne un avis sur l'aspect à la fois technique et sur la conformité des RTS. Donc la nouveauté, ça serait de dire que chaque club devra fournir à minima un référent, c'est-à-dire quelqu'un qui a la compétence pour étudier un dossier et donner un avis. S'il estime ne pas l'avoir en tant qu'organisateur déjà très chevronné, mais même ça, c'est quand même bien de suivre une petite formation avec Claire notamment. Mais les personnes qui voudraient s'y mettre seront bien évidemment formées par la direction technique nationale. Et là, pour le coup, on rentrerait dans le système classique des ligues. Alors, certaines appliquent des pénalités, d'autres non. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir, mais il y a les deux systèmes. Et du coup, à minima, on demanderait un référent par club. On verra peut-être plus tard, on met des quotas comme ça existe pour les arbitres. Et déjà, on rentrerait sur ce système-là. Voilà, quelques mots sur l'aide aux grandes épreuves de RAID pour savoir, c'est plus de la pédagogie parce que tout le monde n'est pas au courant de comment ça se passe. Dire ou redire qu'on accompagne financièrement et techniquement les 2 championnats de France, donc jeunes et élites. Financièrement, en prenant en charge, par exemple, une partie de 50% en général de l'animateur labellisé, des postes liés à la vidéo, à la production vidéo ou photo des France. Technique avec la visite en amont du délégué technique et pendant l'épreuve, bien évidemment. On appuie aussi financièrement l'organisation de la manche française de la Coupe du Monde, parce qu'on a la chance depuis pas mal d'années d'avoir Pascal Baillot avec l'équipe de Red in France qui ont organisé 2 fois les championnats du monde en 15 ans et pratiquement chaque année ou tous les 2 ans une manche de Coupe du Monde. Donc là, c'est une aide de l'Agence nationale du sport grâce à l'appui politique de la FF3 qui a un gros budget, la production TV de cette manche du Coupe du Monde. Donc, il y a une petite aide là-dessus. Et puis, on souhaite inciter à la mise en place et la prise en compte soit de championnats régionaux, soit de challenges régionaux. Alors, je sais que ça existait pour certaines régions, ça existe dans d'autres, mais pour nous, ça nous paraît vraiment important avec à la clé, alors vous allez me dire que ce n'est pas la carotte principale, mais il y a une qualif automatique, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais au championnat de France pour le champion régional ou le vainqueur du challenge régional. Mais d'une manière générale, si on souhaite ça, c'est surtout pour créer une émulation et que les gens se retrouvent avec une offre de raid à l'échelle régionale et qu'il y ait un vrai challenge, ce qui crée une émulation certaine. Sur l'accompagnement vers la performance, on y travaille actuellement avec plusieurs personnes sous l'égide de Daniel Boissière. On espère avancer là-dessus parce qu'il n'y a pas de reconnaissance aujourd'hui des raids en tant que haut niveau au sens du ministère des Sports, mais pour autant, vous savez que les Français font partie des meilleures équipes mondiales. Donc, on souhaite organiser un stage de perfectionnement, notamment kayak, packraft, avec les meilleures équipes françaises pour progresser là-dessus, parce que par rapport aux Scandinaves et aux Néo-Z, c'est un peu notre point faible. Pour le moment, je n'ai pas eu de budget fédéral là-dessus, mais voilà, on verra soit sur les prochaines années du mandat, soit s'il y a des actions qui ne se réalisent pas, si on peut récupérer des crédits pour le monter. On organise annuellement aussi un stage de perfectionnement technique pour tous les meilleurs jeunes français. Donc, tous les champions de France, minime cadet junior, plus les champions de France UNSS sont regroupés une fois par an pour profiter de ce stage-là. Et puis, on accompagne financièrement les 3 équipes championnes de France, donc femmes, mixtes et hommes, qui s'inscrivent au championnat du monde à hauteur de 1 000 € chacune sur une aide forfaitaire. Bien sûr, sous réserve qu'elles participent au mondiaux, qu'elles s'inscrivent au mondiaux. Et puis Isabelle pour quelques éléments de com et on en aura fini. Oui, alors très rapidement, pour la communication, on a plusieurs outils, notamment la newsletter FF3Red
qui vient en complément des newsletters de la fédération. Alors, il y a Lucie qui a rejoint la commission RAID et qui est spécialisée et qui donc nous aide à faire une refonte de la newsletter. Ça va arriver rapidement avec des news thématisées, puis des news plus généralistes tout au long de l'année. Voilà. Le Facebook FF3RAID pour ceux qui ne sont pas abonnés. Donc, c'est une page qui fonctionne bien quand on met des infos, quand on met des vidéos, etc. Et puis, la rubrique, on a une rubrique RAID sur le site de la FF3 dans laquelle vous pouvez retrouver tous les documents. Il suffit de descendre, d'aller dans Tout savoir sur le RAID et de descendre et vous trouverez tous les documents, comme par exemple les appels à projets actuellement, voilà, qui sont mis et qui restent aussi longtemps que nécessaire. Et puis, vous avez une rubrique aussi sur les compétitions nationales, championnat de France RAID, adultes et jeunes. Et le blog FF3, c'est quelque chose qui n'est pas très utilisé, mais on peut l'utiliser autant qu'on veut. Donc, on fait parfois des articles sur des sujets spécifiques. Si vous avez des souhaits, des envies d'articles pour présenter ou mettre en valeur des actions de clubs, d'organisations, des projets, c'est facile, hein, iplan@ff3.com. Voilà, la parole est à vous. On a été un tout petit peu long, je m'en excuse, mais il reste encore une bonne demi-heure, 35 minutes d'échange avec vous tous. Alors, pour les premières interventions, c'est libre, et puis après, je vous demanderai de lever la main pour que je puisse distribuer la parole plus facilement, comme on est quand même… Je vais peut-être intervenir pour me détailler un peu plus au niveau de la Ligue, en faisant vite. Donc, pour votre information, on a commencé à travailler très largement sur l'investissement sur les doigts électroniques, effectivement, donc un travail qu'on a commencé à mener avec Julien Ranou. Donc la volonté, effectivement, que la Ligue Nouvelle-Aquitaine puisse investir sur des doigts électroniques afin de pouvoir avoir du matériel à disposition pour les futurs, pour les organisations et les clubs qui en auraient besoin. Que Michel est pas très loin, mais que le travail se fait avec les comités départementaux, l'idée étant qu'on puisse aussi décliner les stages sur les territoires et pas que sur l'aspect région et interrégion. Donc on a cette volonté-là. On avait ciblé effectivement très largement, en fait, avant le démarrage officiel de notre commission RAID, on a fait un travail d'analyse avec notre salarié, notre conseiller technique de la Ligue salarié qui est sur le RAID. Donc en fait, on a fait une analyse de toutes les épreuves de RAID qui existaient, qu'elles soient labellisées ou pas. L'idée étant effectivement, comme disait Hervé Simon, de prendre un petit bâton de pèlerin et d'aller convaincre à la fois de faire des épreuves jeunes et à la fois de les labelliser FF3. Donc c'est notre point d'entrée sur tout ce qui est RAID à l'heure actuelle. On a aussi un point formation, donc effectivement, là c'est avec Bernard Fenioux qui s'occupe de la formation au niveau de la Ligue que j'ai largement insisté sur l'idée qu'il va falloir qu'on mette en place très rapidement au niveau de la Nouvelle-Aquitaine des formations, parce qu'en fait on a beaucoup d'éducateurs qui aujourd'hui sont intéressés pour intégrer du RAID dans leurs écoles de tri. Donc on en a un exemple avec Saint-Astier, mais c'est pas le seul. Donc effectivement, l'idée était de pousser très fortement en Nouvelle-Aquitaine la formation initiateur RAID pour pouvoir accompagner ça. Et je pense que j'ai dû faire à peu près le tour de ce que je voulais dire. Si ce n'est, alors sur la communication, je vais peut-être revenir là-dessus, parce que c'est un truc qui m'est remonté, j'ai pas vraiment la solution, mais peut-être qu'il faudrait qu'on travaille ensemble avec la Fédé pour le coup, sur le fait qu'en fait, quand on cherche, quand on veut faire du RAID, en fait, on a tous les clubs de triathlon qui sont positionnés, et on ne sait pas, en fait, quand on cherche à faire du RAID, si le club auquel on s'adresse a une orientation RAID ou pas. Et effectivement, on a un espèce de nomadisme qui n'est pas forcément porteur pour le développement, on va dire ça comme ça. Donc, je ne sais pas comment le faire, mais voilà, c'est un truc qui m'est remonté. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Gaëta. Je vais
c'est Isabelle peut-être répondre sur le volet com, et puis je donnerai par là à Guy Gobato qui a levé la main. Juste pour répondre à Hervé Oui. et réagir sur ce que disait Gaëta, quand on parlait aussi de partenariat entre clubs, alors pour co-encadrer comme faisait Absolu, c'est aussi intéressant et je pense que les encadrants de triathlon ont peur de mettre en place la CO, ne savent pas comment s'y prendre, etc. Ponctuellement, d'avoir un ou deux événements, voire des stages de rentrée, s'il y a des personnes ici présentes ou dans la ligue qui seraient sûrement volontaires pour montrer un peu ou organiser quelque chose pour tout le monde. Je pense que les clubs de tri seraient intéressés, en tout cas, ou même les éducateurs, à avoir une petite aide pour monter une ou deux séances d'initiation et dédramatiser l'encadrement du RAID, pour aller dans ce sens-là sur la formation. En fait, si je puis me permettre, ils le font déjà. C'est-à-dire que le confinement a eu ça de magique, c'est que les gens ont cherché à faire plein d'autres choses et en fait, on a cette pratique qui s'est développée. Donc aujourd'hui, on est déjà un cran derrière, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une demande de formation, on va dire officielle, alors que la pratique est déjà en place, quoi. D'accord, c'est pas le cas de toutes les ligues. Ok, merci. Je sais pas, Isabelle, tu n'as peut-être pas la réponse, mais je te donne quand même la parole sur le… Je n'ai pas de réponse complète, c'est-à-dire que ça n'a jamais été possible de mettre un tri sur les clubs de raid sur le site. Ça, c'était un choix de la Fédé, parce que c'est tous des clubs de triathlon et des disciplines enchaînées. Par contre, moi, je suis capable de vous dire qui est un club de raid, de vous faire le tri moi-même. Par contre, ce que je ne saurais pas, et ça, c'est sur les ligues que je vais compter, c'est les clubs de triathlon qui vont créer des sections raid. Ceux-là, moi, je ne vais pas être capable de les reconnaître et je compte sur vous pour me les faire remonter. Et par contre, si vous avez besoin sur votre ligue ou de savoir qui sont les clubs de raid, mais bon, vous avez quand même Julien et Seth qui les connaissent bien. Moi, je les connais, voilà, je fais le tri moi-même. Normalement, à partir de l'année prochaine, sur l'espace tri, il y aura des cases pratiques RAID, etc. Logiquement. Après, de là à ce qu'on ait l'information partagée sur la carte géolocalisée des clubs, je ne sais pas, mais on pourra peut-être différencier. En sachant que la demande, elle est effectivement non pas de notre côté, oui, effectivement, on sait. C'est plus le pratiquant, en fait. C'est à qui je m'adresse et c'est vrai, quand il cherche, en fait, il a tous les clubs, quoi. Monsieur Gobato, vous avez la parole. Oui, moi je voulais juste signaler qu'il y a Saint-Astier, c'est très bien, mais il y a le club de l'Irak aussi, l'école de triathlon de l'Irak, qui vont normalement rentrer dans le RAID. Et là, je suis en train de voir avec le club de l'école de triathlon de Villeneuve-sur-Lot. Très bien, merci. Voilà. D'autres prises de parole, questions, réactions, interrogations? Allez-y, hein, on a encore un peu de temps. Moi, je veux bien prendre la parole, Hervé, juste pour donner l'information qu'on peut vous faire, nous, un retour d'expérience avec Cédric sur une première année où on a monté l'école de RAID dans notre assos. Donc voilà, on est prêt à partager un peu tout ce qu'on a mis en place. C'est vrai que je pense que si on arrive à développer au maximum les clubs de tri, inciter les clubs de tri à aussi pratiquer du RAID, à faire en sorte que les jeunes puissent se rencontrer, ça va forcément être bénéfique pour la discipline et pour le triathlon et les disciplines enchaînées en général. Nous, on avait vraiment pris le parti pris cette année avec Cédric de répondre aux critères de la labellisation de l'école de RAID. Donc voilà, et Claire en a parlé tout à l'heure. Et ça peut paraître une contrainte pour certains clubs, et c'est possible. Et tout dépend en fait de l'objectif que le club va vouloir mettre en place. Nous, notre objectif, c'est effectivement d'obtenir le label, donc il fallait qu'on réponde aux critères de la labellisation. Les critères, ils sont assez importants. C'est un entraînement hebdomadaire forcément en RAID. Présenter une épreuve pour les jeunes, ça Claire l'a dit, voilà, et après avoir un certain nombre de jeunes dans l'école, mais c'est les mêmes critères que pour les écoles de triathlon. Voilà.
Après, si un club veut lancer une section RAID, mais pas forcément obtenir le label, je pense qu'il faut d'abord commencer par là, si vraiment le club a envie de se lancer, sans forcément s'imposer cet entraînement hebdomadaire qui peut vraiment être chronophage si on n'a pas beaucoup d'encadrants. Nous, dans notre expérience au Prince Noir, c'est qu'on n'est que 2 à encadrer. Donc, on est 2 à encadrer toutes les semaines le samedi matin ensemble depuis le début de l'année. Et donc voilà, donc ça c'était vraiment nous, notre but, parce qu'on voulait rentrer dans ce cadre-là et puis parce que c'était aussi une demande de nos jeunes et parce qu'on n'est pas du tout un club de triathlon. On est vraiment un club uniquement basé sur le raid, voilà, mais on n'est pas fermé au fait de pouvoir aller voir aussi ce qui se passe dans les autres activités, que ce soit le triathlon, mais aussi le swimrun et ainsi de suite, parce qu'on pense que ça va forcément développer les compétences de nos jeunes, voilà, de découvrir aussi d'autres activités. Voilà, donc nous, on est ravis de voir qu'il y a d'autres clubs de tri qui se lancent un peu dans l'activité RAID, parce que ça va nous permettre d'avoir des échanges un peu plus faciles avec les clubs de la région, voilà, qui ne sont pas très très loin en plus. Merci Julien. En attendant d'autres prises de parole, ça m'a fait penser à deux aspects qui ont été d'ailleurs posés lors des réunions précédentes. On va essayer de faire un effort sur les benjamins aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment très peu d'épreuves pour eux, donc on va réfléchir à voir comment, sur certaines épreuves, alors là, on ne parle pas du tout des championnats de France, hein, mais avoir un critérium ou autre à l'échelle des territoires pour que les benjamins puissent être un petit peu associés, parce qu'il y a de la demande. Et puis aussi vous dire, parce qu'on a parlé du programme de formation à distance, qu'on va certainement s'engager là sur l'année prochaine, puisqu'il y a de la demande à faire une formation plutôt à destination des organisateurs sur les parties réglementaires, enfin droit, juridique, réglementation. C'est vrai que c'est ardu, que ça évolue aussi et que des fois on loupe certains aspects. Donc apparemment, il y a de la demande pour se mettre un petit peu à jour. Donc on fera une formation à distance sur ces aspects-là, relativement concentrée et pour les gens qui sont déjà un peu experts. Je vous écoute, n'hésitez pas. Oui, Hervé, si je peux prendre la parole, Cédric des Princes Noirs. Je t'en prie. Voilà, c'était juste pour compléter ce qu'a dit Julien sur l'école de raid, c'est qu'on est conjointement, enfin on va dire au même moment où nous on a monté notre école de raid, il y a un club de CO qui s'est monté un peu dans le même coin que nous et qui nous arrive régulièrement les samedis matins de faire des entraînements conjoints pour que nos petits raiders profitent de l'orientation, enfin des parcours d'orientation et puis à l'inverse également, nous on va leur proposer de la VTT orientation, ce qu'ils font un petit peu moins. Voilà, donc ça va jusqu'à samedi dernier par exemple où moi je suis allé poser les postes qui allaient être utilisés pour l'école de raid et puis pour le club de CO. On s'entend très bien et même en termes tu parlais de cartographie, c'est des choses qu'on partage également. Là pour l'instant on est même en train de faire des petits plans cartographiques sur notre coin où certaines cartes vont être FFCO et puis d'autres cartes vont plutôt être sur l'école de raid. En fait. Voilà. Merci. Olivier Pourteron. Oui, juste une question, je reviens sur l'appel à projet RAID qui a été propositionné. Mon interrogation, c'est justement, nous en Dordogne, est-ce que ça sera seulement sur les clubs? Est-ce que le comité peut être porteur de cet appel à projet s'il y a plusieurs clubs qui se mettent en place? Et l'autre question, c'est est-ce que l'appel à projet peut aller sur les sections RAID? Puisque Saint-Astier, ça sera sûrement une section RAID, et s'il y avait d'autres. Du coup, l'appel à projet sur le matériel, là, parce que je l'ai vu passer il y a 3 semaines, ce qui a été évoqué tout à l'heure, voilà, c'était ma question en fait. L'appel à projet matériel et l'autre, il y en a qui sont réservés aux écoles qui sont déjà labellisées ou qui seront labellisées à la rentrée. Pour les autres appels à projet, alors on l'a marqué dans le PowerPoint appel à projet club, mais c'est structure aussi. Parce que notamment on a pensé à quelque chose qui se développe au niveau de l'Aveyron où il y a vraiment une entente entre plusieurs écoles de RAID et on a un comité départemental 100% RAID, donc ils sont éligibles aussi.
Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Et à la deuxième question, c'est pas, on n'a pas de club RAID à proprement parler. On a des clubs de tri qui pratiquent le RAID. Enfin, des clubs affiliés FF3 qui pratiquent le RAID. Donc pour une mise en place éventuelle, après, il faut que le projet soit réalisé et voilà, sur cette année. Après, peut-être qu'il faut le préparer pour l'année prochaine, je ne sais pas, en fonction de l'avancée du projet sur le club de Saint-Astier, par exemple. Mais en tout cas, oui, c'est pour tout le développement, structuration de l'activité RAID au sein des clubs. Et comité, donc, si j'ai bien compris. Et comité. Axel Lardou. Oui, alors moi, pour expliquer un petit peu où en est le projet sur Saint-Astier, pour les raisons un petit peu qu'expliquait Julien Ranou, dans le cadre de la labellisation, ça nous paraissait assez contraignant. Donc on envisage sur 2021 un démarrage progressif avec une activité proposée mensuellement et pas hebdomadairement en fait à l'école de triathlon. Et puis aussi sur les stages des vacances, quoi. Et puis envisager en 2022 de pouvoir là peut-être développer quelque chose de plus conséquent dans le cadre de la labellisation, parce que partir directement sur une labellisation, c'est un cahier des charges quand même qui pour nous semblait assez conséquent, quoi. Sachant qu'Axel, sans tout vouloir te couper, mais on l'avait évoqué dans le comité, je souhaitais que le stage d'octobre, qui n'a pas eu lieu cette année à cause du Covid, mais voilà, que depuis 2 ans, j'aimerais mettre en place un stage du mois d'octobre où les clubs du département soient sur une orientation plutôt raide, avec plutôt du canoë, plutôt de la CO, et voilà. Et ça serait pour tous les clubs de triathlon de notre département, c'est-à-dire les 4 écoles de triathlon, Bergerac, Saint-Astier, Périgueux, Trélissac. Voilà, donc ça serait aussi une idée du comité. On était sur la même logique, voilà. Juste une réaction rapide. Je pense que c'est très pertinent, très juste de votre part, parce qu'il y a l'incitation financière, effectivement, des écoles du RAID, c'est une chose avec le cahier des charges, mais monter en puissance et pas se griller dès la première ou la deuxième année, s'épuiser trop quand on n'est pas trop nombreux, c'est effectivement une très bonne stratégie. Donc, il y a beaucoup de clubs en France qui ont agi comme ça, et vous avez bien raison, parce qu'il faut se représenter ce que ça. Enfin, je viens de parler d'encadrement toutes les semaines à 2 personnes, et il y a plein de gens qui ne sont pas du tout prêts à s'investir à ce niveau-là. Et qui s'épuisent très vite. Donc, effectivement, je pense qu'il faut y aller par palier. Après, recruter un peu plus de monde, un peu plus de bénévoles ou de temps en temps des pigistes. Donc, vous avez parfaitement raison. Très bien, oui. On a 2 personnes d'expérience et de sagesse qui pilotent le projet. Donc, voilà, ça permet de partir modestement. Jérémy. Oui, alors bon, moi je suis un petit peu l'intrus, donc je n'ai pas d'école, je n'ai pas de Jérémy tout. Je suis co-organisateur. Je voudrais juste, on est affilié, on essaie de suivre un petit peu les infos, mais on n'est pas de structure. Donc pour l'organisation, en fait, j'aurais 2 questions par rapport au référent. Si on peut un petit peu m'éclairer sur ce référent, serait soit du contexte, soit d'un comité, soit je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous préconisez comme logiciel homologué pour la cartographie? Je m'excuse sur la première partie sur référence, je n'ai pas vraiment compris la question. Si tu peux le redire un peu plus fort, s'il te plaît. Alors, on a parlé d'un référent dans l'année à venir ou les futures organisations. Donc, ce référent, il faudrait qu'il soit formé, il ferait partie de l'organisation du RAID ou du comité? Non, c'est les clubs qui doivent fournir un référent pour instruire En fait, aujourd'hui, le cursus, je pense que tout le monde le connaît, quand vous êtes organisateur, ce qui est ton cas, tu déposes un dossier en préfecture. Et en théorie, si la préfecture fait bien son boulot, elle est censée demander à la Ligue de la fédération dégataire concernée, donc pour les raids multisports, la fédération de tri, un avis technique. Et la Ligue a 1 mois pour répondre. Si pendant 1 mois, on n'a pas répondu, la préfecture poursuit son instruction classique. Donc, c'est ce qu'on fait déjà, quoi. Donc. Voilà, ce que vous faites déjà. Mais aujourd'hui, c'est pas un formateur, il y a un référent qu'il faudrait du club, quoi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si la Ligue a 2 ou 3 référents à l'échelle de toute la Ligue, ça devient assez lourd pour ces 2 ou 3 personnes d'instruire tous les dossiers d'organisation de RAID qui est à l'échelle d'une grande région comme la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est chez vous ce soir. Et donc l'idée, c'est comme nous, on n'a pas de club, on fait appel au référent de la Ligue.
Non, mais vous n'aurez pas, vous, organisateur, à fournir un référent. D'abord, c'est vrai qu'on est allé un peu vite. Le référent, il n'instruit pas dans 2 cas de figure s'il est lui-même participant, parce qu'il va avoir accès aux cartes, etc. Et l'organisateur, bien sûr, qui ne peut pas s'auto-instruire. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut plusieurs référents à l'échelle d'une ligue. Et ça, par contre, aujourd'hui, peut-être que ça évoluera parce que ça faisait partie du projet politique de Cédric Goss et son équipe, mais aujourd'hui, c'est le club qui est reconnu comme entité juridique par la fédération. Donc, c'est au club de fournir ce type de personnel formé pour instruire les dossiers ou pour être arbitre ou pour être délégué technique. Donc, toi, strictement organisateur, là, on va dire que tu n'es pas concerné directement au pré-chef pour en fournir. Par contre, les clubs de ton département ou de la région vont devoir désigner un référent qui va se former si nécessaire. Et c'est lui qui probablement risque d'instruire ton raid à court ou moyen terme. Je ne sais pas si ça répond à… Non, mais c'est comme actuellement. Actuellement, c'est comme ça. Voilà. Okay. Sauf qu'on va étoffer un peu le dispositif. Et la deuxième partie de la question, je pense que c'est plus Claire qui va répondre. Est-ce que tu veux me la rappeler, Jérémy? C'était par rapport à un logiciel homologué de cartographie. Alors, de carto, non, je ne saurais pas répondre. Peut-être que Cédric pourra m'aider ou… Alors, homologué, il n'y en a pas. Enfin, qu'on soit très clair, on n'impose rien. Après, dans les formations qu'a mis Claire en tu place… parles avec de faire la carto? Oui. Voilà, faire la carto, je t'invite à t'inscrire en à un fait, prochain module. Ouais, non, je pensais créer des cartes. Créer des cartes, voilà, c'est pour ça que j'ai appelé à la rescousse Cédric, plutôt sur la CO. Sur les logiciels qu'on a utilisés lors des formations, on a pris parti d'utiliser des logiciels gratuits. Et donc, on est sur Open Orienteering Mapper et puis Open Traveler pour récupérer les cartes. Après, voilà, il y en a qui utilisent OCAD, mais là, il y a des versions payantes. Mais nous, on a pris vraiment le parti pris d'utiliser des logiciels gratuits pour l'encadrant qui a envie de faire quelques cartes pour l'entraînement puisse le faire sans débourser, sans rien débourser. Je n'avais pas compris ta question. Par contre, si c'est pour créer des cartes, cartographier le terrain, là, ce sera plus peut-être côté CO ou voilà, pour avoir les logiciels qui correspondent. Est-ce que la question, elle est plutôt autour de la charte graphique? Non, en fait, c'est pour utiliser des fonds de cartes, quoi. Donc la formation qu'on a mis en place, c'est clairement là-dessus. Alors ça, je sais faire, mais c'est souvent un peu litigieux par rapport à ce qu'on utilise comme carte et qu'on reproduit, quoi. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Non, alors ça, c'est un autre débat. On enverra la convention qui existait sur le premier mandat avec la FFCO, elle précise assez bien les choses. C'est-à-dire que là, nous, je l'ai dit tout à l'heure brièvement, on est très respectueux de la FFCO sur ce point-là, c'est-à-dire que c'est la fédération délégataire aujourd'hui de l'activité orientation en France, c'est eux qui ont des cartes déposées à la Bibliothèque nationale et qui ont des droits à la fois intellectuels et autres sur ces cartes-là. Donc nous, on souhaite que d'abord la codification IOF soit respectée, que les choses soient faites dans l'ordre, que soit vous passiez des accords contractuels avec les comités départementaux de CO, ou en général, c'est les comités pour la CO qui gèrent le volet cartographique et la base. Donc, et en général, ils ne laissent pas l'aspect numérique, sauf très rares exceptions, et ils contractualisent chaque fois que nécessaire. Donc, nous, on est vraiment dans ce cadre-là. Après, par contre, si un organisateur souhaite faire appel à un professionnel, un BE pour cartographier, là-dessus, vous avez beaucoup plus de latitude. Et là, pour le coup, nous, on n'impose rien du tout. C'est-à-dire que si vous voulez mettre juste le logo de vos financeurs, de votre club, et pas mettre le logo FFCO et pas déposer la carte à la Bibliothèque nationale, vous en avez le droit. Nous, par convention, on dit qu'on préconise d'aller dans le sens de la FFCO parce que c'est eux qu'on reconnaît comme légitimes dans le domaine. Mais aujourd'hui, je prends l'exemple des clubs en Auvergne ou autres, il y en a qui ont fait leur propre carte. Et il y a même des clubs de CO, pur et dur, qui, pour certains cas de figure, ne rentrent pas leur carte dans le programme officiel et font une carte client, entre guillemets, des fois même avec des collectivités. Il y a plusieurs collectivités en France qui ont acheté des prestations à des cartographes. Et là ils n'ont pas d'obligation de respecter la charte IOF, tout ce qui va avec. Donc ça, c'est plus votre jugement personnel, j'allais dire, que notre intervention à nous. Très bien, merci. Gaëta. Oui, du coup, pour compléter, c'est une question qui est remontée aussi pas mal
Comme on est sur l'idée de mutualisation entre organisateurs et clubs affiliés, est-ce qu'on peut envisager au niveau fédéral, alors je ne sais pas de quelle manière, mais un espace qui soit réservé pour qu'il puisse y avoir un partage à toutes les parties cartographiées pour que les clubs puissent envisager d'aller d'un territoire à un autre en utilisant ce qui a été fait par les clubs affiliés. Alors, si, je redis bien qu'il y a 2 cas de figure. Si c'est des cartes, ce que j'appelle clients, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus officiellement par la FFCO, qui ne sont pas dans la base de données nationale de la FFCO, vous avez une certaine latitude. C'est-à-dire que si vous recensez 4 ou 5 cartes qui ont été faites par des écoles de RAID ou des clubs spécifiquement RAID, qui les ont eux-mêmes payés, etc., qu'ils n'ont pas déclarés, ça, rien ne vous y empêche. Par contre, dès que vous allez rentrer dans les procédures sur des cartes officiellement reconnues par la FFCO, là, vous êtes obligé, enfin, ce n'est pas vous qui allez pouvoir mutualiser ça, c'est des accords bipartites à chaque fois avec le comité départemental de courses d'orientation concerné pour savoir ce qui vous autorise à utiliser comment, est-ce qu'il y a une mise à jour à faire ou pas, est-ce qu'ils peuvent vous passer un fichier numérique et quelles sont les conditions de l'usage du fichier numérique. Donc ça, j'appelle vraiment à votre vigilance. On doit respecter les procédures de la FFCO et de leurs organes déconcentrés dès qu'on veut faire appel à des cartes, enfin, utiliser des cartes officielles en entraînement ou en compétition. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Il y a une bibliothèque de ces cartes, il y a une cartothèque des cartes nationales, oui. spécifiques CO. Il y a un lien, il est sur le site de la FFCO, il est très bien fait. Vous avez tout de suite l'acquisition de données. On peut aller les voir. Voilà. Mais ça vous donne juste une miniature de la carte. Et par contre, pour le type d'utilisation que vous allez en faire, type entraînement ou compétition, il va y avoir différents types de forfaits appliqués. Donc, dans la convention, nous, on demandait à ce que ça soit quasiment au même tarif que les clubs FFCO. En fait, ça, c'est un peu ça ne sert pas à grand-chose d'écrire parce que finalement, chacun fait ce qu'il veut dans le territoire. Pour vous donner un exemple, nous, on a des mauvaises relations avec un des clubs chez moi du sud de Dromardèche. Pour les France, on avait besoin de 3 cartes, ils nous ont demandé 3 800 €. Et à côté de ça, il y a d'autres clubs où ils vont faire exactement comme ils sont chez eux, comme ils feraient pour leur propre club. Donc, c'est très variable. Donc, faire une convention nationale là-dessus, honnêtement, s'il y a de mauvaises relations en local, il n'y aura pas de bons accords. Et inversement, s'il y a une bonne coopération, tout se passe bien, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Est-ce que ça répond à ta question, Gaëtan ? Rajouter quelque chose. Excuse-moi, Olivier, je vais juste rajouter quelque chose. Par rapport justement à cette question de cartographie, d'utilisation des cartes, comme vous l'a dit Cédric, nous on est vraiment en partenariat avec le club de course d'orientation de Senon, donc il y a à 15 km de notre assos, et la présidente du club de Senon est aussi membre de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de course d'orientation, et je crois vraiment et elle est aussi présente sur les réunions UNSS avec la commission régionale UNSS-CO, donc par RAID, donc c'est une personne qu'on connaît bien et avec qui on travaille en étroite collaboration avec Cédric. Et si on peut effectivement travailler sur un partenariat entre la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tri et la Ligue Nouvelle-Aquitaine de CO, voilà. On en a déjà discuté, nous, avec elle, avec la présidente, et c'est quelque chose, enfin voilà, la porte est ouverte. Voilà, il y a des choses qui, je pense, peuvent être mises en place. Voilà, et ça pourrait être bénéfique pour les deux fédérations. Donc voilà, que ce soit sur les épreuves que nous on va faire où ils pourraient nous envoyer des jeunes, et sur les épreuves des jeunes de présentation où on pourrait aussi envoyer nos jeunes triathlètes et nos jeunes raiders. Voilà. Donc je pense qu'il y a un moyen de travailler avec eux. Enfin voilà, ils ne sont pas fermés à la discussion. Merci. Olivier. Oui, donc un petit peu en synthèse, donc moi j'ai tout intérêt à me rapprocher du comité départemental de CO pour faire du lien. Et si je dis pas de bêtises, parce que je connais pas bien la géopolitique départementale en CO chez moi, mais je crois qu'il n'y a qu'un club sur le département de la Dordogne en course d'orientation, je crois, c'est le POP, mais... Tu vas en avoir 2, tu dois avoir le CAC aussi. Ouais, qui se trouve où? Qui se situe vers où? C'est Charvet-Cuba. Charvet-Cuba, oui. Ouais, il y a encore... D'accord, ouais. C'était Olivier, comment il s'appelait, qui faisait les cartes avant. Durins. Non, Rémi Durins. Rémi Durins. C'est ça? Ouais. D'accord, ok. À l'époque, c'est ça. C'est ça, d'accord.
Ok. Pour compléter aussi au niveau des cartes, il y a pas mal de collectivités qui les rachètent à la CO, alors sur les parcours permanents ou sur d'autres sites qui sont plus ou moins proches des établissements scolaires ou autres, et qui dans ce cas-là sont accessibles gratuitement normalement à tout public. Oui, en faisant le point avec la collectivité, pas forcément Ouais, avec voilà. la Soit un fédération de office de CO. tourisme ou Mais en voilà, faisant, une le, commune. en faisant le point avec la Ligue, en fait, parce que la présidente, en l'occurrence du club de Senon, Sylvine Broutet, c'est elle qui a en charge ce dossier-là, c'est-à-dire une carte, un établissement scolaire sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc, sur la Gironde principalement, mais aussi un partenariat avec la Nouvelle-Aquitaine. Donc, il faut vraiment se rapprocher d'eux pour bénéficier des supports cartographiques parce qu'ils seront utilisables. Il nous reste environ 5 minutes, donc on peut encore prendre quelques questions. Une petite question. Oui, Philippe? Est-ce que toutes les ligues de France ont une commission RAID? Non, non, loin de là. Même la plus grosse région en termes de pratique, de nombre d'orgas, etc., c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Et jusqu'à maintenant, il n'y a toujours pas de commission, à mon grand désespoir. Donc, c'est très variable. On était en Bourgogne-Franche-Comté, qui est une petite région administrativement parlant et une activité, on va dire, moyenne de RAID. Et ils ont une commission qui fonctionne bien. Donc, c'est très variable. En PACA, ils sont très peu nombreux, 3 ou 4 personnes. Hauts-de-France aussi sont très peu nombreux. Donc, voilà, on souhaite effectivement les étoffer et qu'il y ait et comme j'ai dit tout à l'heure, que ça ne soit pas forcément que des raiders qui participent, qu'il y ait une gouvernance mixte avec des dirigeants, comme l'a expliqué Gaëta, qui s'impliquent. Donc, je pense qu'après Gaëta, suite à cette réunion-là, reprendra contact avec vous pour voir comment, soit d'une manière collégiale, soit de manière thématique, vous pouvez fonctionner tous ensemble et peut-être d'autres personnes qui étaient absentes ce soir vont pouvoir peut-être se greffer. C'est pas une somme de travail non plus énorme. Hein. On a vu dans le Tour de France qu'on a fait, c'est souvent de l'ordre de 2 heures de réunion tous les mois ou tous les 2 mois pour beaucoup de territoires. Donc, ça permet un peu de relativiser. Je ne dis pas que c'est ce que vous allez faire sur votre territoire, mais c'est pas non plus, je ne veux pas parler à la place de Gaëta, bien sûr, mais c'est pas une réunion hebdomadaire de 6 heures toutes les semaines, quoi. Hein. Je n'ai jamais vu ça encore sur aucune des commissions en France. Et y a-t-il encore beaucoup de clubs de RAID qui ne sont pas affiliés à la FF3? Ah oui, 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 oui. Comment on peut voir le nombre? Le nombre, je pense que personne n'est capable de donner, puisqu'aujourd'hui, il y a des clubs de RAID qui sont affiliés à la FFCO, il y en a d'autres à l'UFOLEP, il y en a qui sont affiliés à nulle part. Il y a peut-être même d'autres fédérations qui pourraient avoir des clubs de RAID, c'est beaucoup plus rare. Hein. Je pense à la FFCAM ou d'autres fédérations affinitaires multisports. Bon, on va dire que le gros des clubs sont quand même soit à la FFCO, soit à l'UFOLEP, hein, historiquement, même si à l'UFOLEP, on en voit un peu moins depuis quelques temps. Mais personne n'est capable de tenir une comptabilité pour la même raison que chez nous, c'est-à-dire qu'on est un club de FF3 avec une tendance pratique RAID, mais il n'y a pas aujourd'hui de sectorisation et les fédérations ne tiennent pas en général à étiqueter une pratique. Si je prends l'exemple de la FFCO qui fait du VTTO, de la CO et du ski orientation, vous ne les verrez pas afficher une comptabilité par type de pratique. Donc, c'est un peu pareil chez nous sur les 14 ou 15 disciplines du tri et disciplines enchaînées. Il n'y a pas officiellement de stats sur des clubs typés, quoi. Dernière question ou remarque ou Gaëta, je ne sais pas si sur la porte ouverte par rapport à la. Je ne serai surtout pas à parler à ta place, donc n'hésite pas à corriger ou modifier ce que j'ai dit. Non, je n'ai pas spécialement besoin de corriger, bien au contraire. Après, moi, je trouve que c'est très intéressant sur la dynamique qui arrive là sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc après, pour pas cacher ce sur quoi je souhaite partir au niveau de la commission RAID sur la Nouvelle-Aquitaine, en fait, j'ai commencé par faire tout simplement une analyse complète qu'il faudra compléter d'ailleurs, parce que de tous les RAID qui existent sur notre région, qu'ils soient affiliés ou pas, en sachant que je suis partie sur ceux qui avaient effectivement, qui sont passés par notre fédération délégataire.
Et après, c'est la connaissance des raids de la région qui permet d'étoffer tout ça. Et l'idée, en fait, c'est pas de faire des réunions, bien au contraire. Ça va être d'agir, c'est-à-dire aller voir tous ces gens et faire avancer sur la pratique, du coup, fédérée du raid. L'idée, elle est vraiment là, c'est de reprendre tous ces gens qui sont à droite à gauche. Alors, on en a déjà discuté avec Julien. Je pense que la chance qu'on a pour le coup, c'est qu'on connaît bien les gens qui pratiquent et qui font. Alors notamment, moi je suis sur la Gironde, mais notamment sur la Gironde, et je connais aussi des organisateurs non affiliés. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement de partir de proche en proche, de territoire en territoire, et de faire avancer les choses petit à petit, on va dire pas à pas. Voilà, c'est vraiment sur cette idée-là qu'on est, et pas du tout sur une idée on va dire, descendante on aurait des grandes idées et il faudrait les faire mener. Mais vraiment sur l'idée de proximité, de relation et d'avancer chaque petit pion les uns derrière les autres, quoi. Merci Gaëta. Claire, Oui, juste deux points qu'on a peu évoqués ce soir, mais qui me semblent importants, notamment en parlant de la Gironde, ça fait un peu écho. Il y a quand même une grosse pratique UNSS, c'est ce qu'on a essayé de faire sur ces 4 années, c'était essayer de rapprocher les sections sportives pour que les gamins aient un relais dans les clubs de leur activité. Et je pense que ça, chez vous, c'est aussi important de suivre ça et donc d'inciter les clubs, et notamment de triathlon, parce que les clubs de tri sont souvent sur des milieux urbains ou dus à la piscine et du coup proche d'un établissement scolaire, d'accueillir ces jeunes et essayer de leur proposer une activité raide parce que c'est ça qui leur plaît. Et au pire, ces activités sortant du collège, parce que 80% des sections sportives sont au collège, et ben, arrêtent toute activité parce qu'ils ne retrouvent pas de relais dans les clubs. Donc ça, je pense que c'est une vigilance à avoir pour essayer de convaincre des clubs de triathlon à accueillir des sections de raid, peut-être à l'image de Saint-Astier qui proposerait des entraînements en accord, voilà, une fois par mois, voilà, commencer peut-être petit, mais en tout cas y penser. Et le deuxième point qu'on n'a pas forcément évoqué, mais qui monte, et on discutait du nombre d'inscrits avec Julien sur les équipes jeunes au championnat de France, c'est que voilà, la pratique jeune commence à grossir et on souhaiterait à court terme d'avoir des challenges régionaux. Alors, notamment pour les jeunes, mais pourquoi pas pour les adultes aussi. Donc voilà, ça peut aussi faire partie des discussions quand vous allez voir les organisateurs pour essayer de les structurer, les fédérer entre eux pour qu'il y ait un challenge ou un championnat qui se mette en place. Et je pense que c'est des arguments qui sont importants pour les gens qui souhaiteraient adhérer, voilà, dans la démarche de développement du RAID sur la Ligue, et important sur la structuration nationale, voilà, sur ces challenges, que les jeunes ne quittent pas, changent pas d'activité ou n'arrêtent pas l'activité tout court en sortie des sections scolaires. Donc là, c'est des challenges sur le territoire notamment que vous avez, où il y a une pratique scolaire qui est importante, qui seront chouettes à relever, quoi. merci. Je tenais à vous remercier toutes et tous très vivement. D'abord, les échanges ont été très constructifs, très courtois, mais je n'en doutais pas. On n'a jamais eu de soucis nulle part. C'est quand même un milieu où tout le monde s'entend bien et où on est tous des passionnés de l'activité. Donc, vous étiez nombreux ce soir, ça nous fait plaisir parce que c'est une mobilisation pour beaucoup d'entre nous forte à l'échelle nationale. Mais voilà, de retrouver du monde ce soir et puis des débats aussi encourageants et aussi positifs, ben, ça nous fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez eu le même ressenti de votre côté. On essaiera de ne pas attendre 4 ans pour refaire un Tour de France des ligues. Je pense que soit sous forme d'une réunion collégiale, comme on avait pu le faire parfois avec un live Facebook ou à nouveau avec les visios, à mi-mandat, je pense qu'on refera un point avec tous les territoires. Donc, grand merci, bonne soirée. Mes excuses encore de l'avoir fait le lundi de Pentecôte et au plaisir de vous revoir tous et de vous côtoyer sur les raids. Merci, bonne soirée. Oui, Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci, bye. Bonsoir tout le monde, excuse-moi.